Voilà, nous sommes sur LCI avec Luc Châtel qui est en train de se promener avec son verre de café. Vous inquiétez pas, le matin, il y a aucun problème, on peut le montrer. Bienvenue. Vous étiez au dernier meeting d'Angela Merkel. Impression résumée, je dirais sobriété, simplicité, efficacité. Sobriété parce que c'était à Munich et j'avais l'impression d'être dans un chef-lieu de canton pour une élection cantonale. Peu de moyens, une réunion vraiment de proximité. Simplicité du discours. Vraiment, la simplicité, c'est pas des grandes envolées lyriques sur l'histoire de l'Allemagne, mais c'est les 3 problèmes des Allemands aujourd'hui. Pas d'augmentation des impôts. C'est exactement le contraire de nous. Exactement le contraire. Et terriblement efficace, parce qu'on voit que les Allemands ont fait confiance à nouveau à ce discours. Angela Merkel, dans son discours, dit vous m'avez confié des responsabilités, il y avait 5 millions de chômeurs, nous en sommes à 3 millions. Eh bien maintenant, je vais m'occuper des 3 millions restants. Un discours terriblement efficace. Mais est-ce que vous considérez justement comme responsable politique que tout ça peut nous transformer, nous les Français, en Allemands ? À condition que... Le but n'est pas de se transformer en allemand, le but est de regarder... C'est peut-être une absurdité culturelle et économique. Oui, le but est de regarder les recettes qui fonctionnent. Et la vérité, c'est que nous avons avec l'Allemagne une complémentarité exceptionnelle à jouer. Ça m'a frappé dans son discours de vendredi, Angela Merkel a parlé de l'Europe. Et elle a utilisé un discours très européen en disant « Nous ne sommes, nous, l'Allemagne, 1% de la population mondiale. Donc nous n'existons que si nous sommes alliés avec les Européens, parce que là, nous pesons 25% de la richesse mondiale, et là, nous avons notre mot à dire. » C'est la chancelière allemande qui dit cela, au moment où nous, les Français, on en était à la traité de Bismarck, et on parlait de confrontation Nicolas avec Sarkozy l'Allemagne. n'a pas eu au début les mots les plus tendres pour elle. Au début, vous savez, tous les couples franco-allemands ont mis du temps à démarrer. Ce qui a révélé la collaboration Merkel-Sarkozy, ça a été la crise. Et ils ont été exemplaires. À chaque fois qu'il y avait un Conseil européen, il y avait un accord franco-allemand avant. Et moi, si vous voulez, vu la situation de ce matin... J'ai un paquet de questions. Oui, vu la situation de ce matin, moi, je voudrais me tourner vers le président de la République et lui dire, prenez une initiative. Vous allez gouverner 4 ans avec Angela Merkel. Reprenez la main. Organisez, construisez un traité de l'Élysée, un nouveau traité de l'Élysée. Allez vers la fédération franco-allemande. Mettons en commun nos politiques budgétaires, nos politiques fiscales. Allons vers de vraies collaborations dans le domaine de l'énergie. Ça a été évoqué à un moment, l'idée des ministres communs. Moi, je crois qu'il faut... Si vous voulez, la collaboration entre l'Allemagne allemande et la France, elle fonctionne à la fois de politique de fond et de symbole. Donc, il faut de la politique de fond, 5 ans, par exemple, pour une convergence fiscale et budgétaire. Et il faut aussi des symboles. C'est-à-dire que, par exemple, on est un ministre allemand qui siège au Conseil des ministres ou un ministre français qui siège au Conseil des ministres allemands, qu'on ait chaque mois une réunion de Conseil des ministres franco-allemands. Il faut du symbole. On ne passera pas par là. Juste un chiffre. La France plus l'Allemagne, c'est près de 90% du PIB chinois. Voilà. Quand on entend ça, on comprend l'intérêt qu'on a à se rassembler. J'ai un certain nombre de questions à vous poser, je le disais il y a quelques instants. D'abord, une remarque, nous ne sommes pas puritains comme les Allemands, nous adorons l'endettement par les Allemands, l'industrie, c'est tout à fait différent, ils pratiquent les travailleurs pauvres, nous on est dans un système où le chômage est indemnisé, donc rien n'est pareil, il faudrait vraiment tout réformer. Alors, les questions maintenant. Est-ce que vous n'avez quand même pas le sentiment que c'est une baffe pour la droite? Parce que finalement, après la défaite de Nicolas Sarkozy, tout le monde a dit il est victime de la crise. Merkel, non. Écoutez, j'ai commencé l'émission en disant simplicité, sobriété, efficacité. Ça doit nous interpeller. En disant, mettons-nous au travail, soyons percutants, répondons aux problèmes des Français. Non, mais c'est un problème pour Hollande, parce qu'il va falloir qu'il gouverne avec elle. Et qu'au fond, au départ, il était dans une situation qui était presque une situation d'affrontement sur l'Europe, mais c'est quand même un problème pour la droite. Vous avez échoué, elle est réélue. Écoutez, elle est la seule dirigeante de grand pays à avoir été réélue dans un contexte de crise comme nous l'avons connu. Bravo, chapeau, j'ai chapeau. Mais qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion sur le rapport que vous avez eu, vous, au pouvoir? Vous avez dit tout à l'heure simplicité, discours... Oui, j'en tire comme conclusion que n'ayons pas 30 ans de retard en matière de politique économique, c'est-à-dire plutôt que de refaire une espèce de politique de la demande habillée, travaillons sur ce qu'a fait l'Allemagne. Et c'est simplement un problème de différence. Il n'y a pas un aspect de comportemental à l'égard du pouvoir? Écoutez, ça c'est un autre sujet. Ce que je constate, c'est que... Elle est puritaine, vous l'avez dit vous-même. Enfin, ça ne ressemble pas tellement à la façon dont... Je ne suis pas sûr que nous ayons perdu à cause de cela. Je crois qu'il y a
il y a un ensemble de sujets qui doivent nous interpeller et nous faire travailler pour les prochaines élections. Ce qui est frappant, encore une fois, c'est sa capacité à répondre aux problèmes concrets des Français et à obtenir des résultats. Voilà, moi j'ai entendu un discours vendredi où, par exemple, on expliquait que l'emploi public, ça pouvait être utile de manière marginale, mais que ce qui faisait vraiment baisser le chômage, c'était de laisser ceux qui ont envie de créer des emplois, des entreprises, les laisser travailler. C'est un discours qu'on n'entend pas assez en France. Enfin, il y a des choses comme la cogestion, on ne va pas l'inventer du jour au lendemain. Non, mais... L'acceptation des travailleurs pauvres, souvent c'est présenté dans les reportages comme un des grands problèmes de l'Allemagne. Eux, c'est la manière de... Oui, je préfère un taux de croissance qui est 2 fois plus élevé au nôtre et qui, chaque année, accroît la compétitivité, l'écart de compétitivité entre la France et l'Allemagne, plutôt que de rester dans notre pauvreté. Nous avons la double peine, c'est-à-dire que nous avons le chômage et la pauvreté. Voilà, donc moi je préfère un système qui encourage l'initiative, qui va vers la croissance et qui permet à l'économie de rayonner. Par-delà les vœux que vous exaucez ce matin, est-ce que vous ne pensez pas quand même que la rivalité entre François Hollande et Angela Merkel, qui s'est quand même un petit peu mise en place au moment où François Hollande est arrivé au pouvoir, pourquoi ne perdurerait-elle pas pendant toutes les mois et les années qui viennent? Écoutez, encore une fois, je la regrette. J'ai regretté surtout, au-delà de la rivalité, vous parliez tout à l'heure du couple Sarkozy-Merkel, tous les couples exécutifs ont connu au début des difficultés entre la France et l'Allemagne. Ce que j'ai regretté, moi, c'est l'espèce d'arrogance française vis-à-vis de l'Allemagne. Laquelle, celle de Nicolas Sarkozy ou non, celle de François Hollande? celle des socialistes en arrivant au pouvoir. C'est-à-dire lorsqu'on a parlé, je vous disais tout à l'heure, de Bismarck, lorsqu'on s'est tourné vers les Français en disant « nous allons organiser la confrontation avec l'Allemagne ». Donc il y a un moment où il faut savoir siffler la fin de la récréation. Le président de la République a une opportunité, il a une occasion de tourner la page à cela et d'envoyer des messages forts. Il faut reprendre la main. Il faut que la France soit capable de se tourner à nouveau vers l'Allemagne pour construire. C'est une question de survie du couple franco-allemand en Europe. Question de politique française, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent ce matin, encore une fois. Pardonnez-moi cette expression, mais certains vous décrivent parfois comme une sorte de bisounours de l'UMP, c'est-à-dire l'homme qui aime tout le monde. Oui. C'est pas du tout dans ma bouche méprisant. Est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, il y aura une possibilité, avant même les primaires, de réconcilier tout le monde, ou est-ce que ça vous paraît hors de propos? Moi, je pense une chose, c'est que en 2017, si les Français nous font confiance, nous gouvernerons ensemble. Donc, cette espèce de manie à se tirer des balles dans le pied, à monter vise la tête. Hein. Oui, bientôt ça va être dans la tête, à se monter des écuries parallèles. Alors que nous sommes qu'en 2013, c'est absurde. Voilà. Donc, vous avez lu le blog de Alain Juppé sur François Fillon? Il met la pagaille. Oui, mais si vous voulez, nous sommes entrés dans un système. Le système des primaires, à mon avis, est salutaire en un point, c'est qu'il permet de donner la parole aux militants, aux sympathisants de droite. Et c'est eux qui choisiront le meilleur d'entre nous. Il a un travers si nous ne fixons pas les règles du jeu. S'ils continuent comme c'est-à-dire qu'on commence, primaire, ils auront 19 balles dans la tête. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut 2 choses. Il faut d'abord travailler sur le fond, c'est ce que nous faisons. Je rappelle que chaque mois, nous prenons un thème, un sujet, et on essaie de faire le point. Donc, cette fois-ci, par exemple, vous allez annuler les 30... Alors, les 35 heures, c'est fini. La retraite à 65 ans, c'est... Alors, nous faisons une convention sur les retraites à la fin du mois, donc on présentera nos projets. Donc, sur chaque sujet, nous organisons des conventions thématiques, le projet. J'avais dit l'hiver dernier, il faut que la droite assume une refondation idéologique. Nous sommes en train de le faire. Fillon l'a fait. Sans progrès. Écoutez, il dit fini les 35 heures, fini l'âge légal de la retraite 65 ans, droit du sol. Enfin, il a fait un programme. Le but, c'est que, crédible ou pas, il l'a fait. C'est que chacun ne le fasse pas dans son coin, mais qu'on se mette ensemble pour débattre et discuter de notre projet. Deuxièmement, il faut de l'unité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut... C'est plus le cas. Il faut des... Mais c'est plus le cas. Tout facteur, tout geste qui peut être fait en faveur d'unité va dans le bon sens. Mais il n'y en a aucun. Non, si, il y en a, je suis désolé. Écoutez Jean-Pierre Raffarin, écoutez-moi. Il y a une immense majorité des dirigeants de l'UMP qui veulent l'unité. Ce n'est pas une injure à votre égard. Non, ce n'est pas une injure. C'est un sujet permanent. Juppé, Fillon, Copé et Sarkozy, c'est une guerre larvée. Eh bien, il faut que chacun comprenne qu'il ne réussira individuellement que si d'abord nous réussissons collectivement. C'est-à-dire que nous avons une séquence collective entre 2013 et 2016. Si nous ne gagnons pas collectivement cette séquence, personne ne gagnera la séquence individuelle de 2016-2017. Voilà. Si on lit les sondages, on a dit qu'ils étaient catastrophiques pour François Hollande. Ils sont plutôt positifs. Ce sont des souhaits et des intentions pour Nicolas Sarkozy. Au fond,
Pourquoi actuellement maintenez-vous un système de primaire alors qu'il est à 56% et les autres, c'est-à-dire Juppé et Fillon, sont entre D'abord parce que en dessous de 20, pour faire simple. D'abord parce qu'il faut rester très modeste par rapport au sondage, ça va, ça vient, et nous verrons le moment venu qui est le mieux placé. Deuxièmement, je pense que la primaire, c'est quand même un progrès démocratique majeur. Mais je dis pas que c'est un sujet formidable. Déjà le candidat des Français qui souhaitent le retour de l'opposition. D'abord, moi, je ne l'ai pas entendu officiellement dire qu'il voulait revenir dans la vie publique. Oui, écoutez, ce n'est pas fait encore. Ensuite, le moment venu, moi je pense que quels que soient les candidats à la candidature en présence, le système des primaires est un bon système. Pourquoi ? Parce qu'il permet d'aller rencontrer les Français. Il n'y a aucun Sarkozy. Il permet de leur... Oui, écoutez, c'est pas ce que j'ai entendu lorsque nous avons voté à l'unanimité au bureau politique le projet de primaire à l'UMP. Voilà. Donc je pense que c'est un bon système parce qu'il permet d'aller à la rencontre des Français. Il permet de leur présenter un projet. Et vous savez, le monde a changé. Les électeurs sont adultes aujourd'hui. Les électeurs, ils sont pas uniquement... Nos militants, ils sont pas bons uniquement à aller coller des affiches et tout. Ils aiment nous écouter les uns les autres, débattre entre eux et le moment venu, trancher. Vous avez remarqué par exemple que dans le commentaire de François Fillon, il y a eu le commentaire contestant la politique étrangère française en Russie, mais dans le commentaire sur l'Allemagne, il y a aussi encore une fois l'affirmation de la France et une certaine forme de mini-défi de François Fillon. Donc là aussi, il n'est pas sur le registre « prenons-nous dans les bras » comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Non, mais que chacun développe ses idées, ses projets, c'est bien. Simplement, il faut des règles de bonne conduite. Et ce que j'ai appelé au mois de juin dernier, au moment de notre réunion fondatrice de France moderne et humaniste, c'est-à-dire le courant libéral humaniste de l'UMP, un pacte d'unité. Voilà. Il ne faut pas être naïf. La politique, à un moment, c'est trancher. Choisir des idées et des hommes et des femmes pour les incarner. Simplement, ce moment-là n'est pas venu. Donc, dans l'intervalle qui nous sépare de cette primaire, nous avons une règle, c'est de répondre aux problèmes des Français et d'être collectif. Voilà. J'ai une dernière question personnelle à vous poser. Vous avez connu un drame dans votre vie privée. Comment se fait-il que vous arriviez encore à faire de la politique alors que beaucoup de gens de votre génération qui ont fait vos études partent dans le privé, abandonnent ces ambitions-là ? C'est une question que je me suis évidemment posée. Il y a un moment où, pour vous transcender, pour quelque part, comme facteur de résilience, la passion, c'est sans doute la meilleure des réponses à cela. Voilà. Donc c'est la politique, pour toujours. Bien sûr, j'ai la passion pour toujours, je ne sais pas. Vous savez, moi je viens du monde de l'entreprise. Je n'ai jamais fait mon deuil complètement pour le coup du monde de l'entreprise non plus. C'est-à-dire que je pense qu'un jour, quoi qu'il arrive, j'y retournerai et c'est sain d'avoir des passerelles, contrairement à ce qu'on nous martèle à longueur de journée, d'avoir des hommes politiques qui sont des professionnels, c'est absurde. Il faut des gens qui connaissent le monde de l'entreprise, qui connaissent ce que c'est que la vraie vie. Et on est en train de nous fabriquer en ce moment, à coup de loi, des professionnels, des apparatchiks de la politique, ce qui est absurde. Merci Luc Châtel d'être venu ce matin sur l'antenne donc de Radio Classique et de LCI. On retrouve nos camarades de LCI et évidemment Sophie sur Radio Classique.